Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire, l'importance de l'orthographe pour votre image professionnelle. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Roxane qui va se présenter tout à l'heure parmi nous. Un webinaire qui nous semblait important avec les enjeux qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Oui, ces enjeux, c'est quoi? C'est beaucoup de courriels tous les jours, c'est des enjeux autour de la maîtrise de cette orthographe, que ce soit de manière chez soi pour les particuliers ou au niveau du travail. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment une image professionnelle qui est en jeu, à la fois pour l'employeur, mais à la fois aussi pour soi, par rapport à ce que l'on renvoie, en tout cas, par rapport à ses écrits. Donc, qui sommes-nous? Nous, on est un groupement, en fait, qui proposons un certain nombre de prestations autour de l'accompagnement humain, donc tout ce qui est bilan de compétences, VAE et autres. Et on a une volonté de renforcer finalement du lien, vraiment du lien, de la cohésion, à la fois pour nos consultants, à la fois pour nos formateurs et à la fois pour les gens que nous accompagnons. Et c'est extrêmement important pour nous. Et ça se traduit par des prestations qui sont 100% adaptables. C'est-à-dire qu'en fait, vu que chacun est unique, l'idée, c'est d'avoir une prestation qui soit la plus proche des besoins de chacun. Donc, quel est l'enjeu, en fait, de la maîtrise de l'écrit, de l'orthographe? Les enjeux, c'est les échanges avec les partenaires, les échanges avec les différents employeurs, les collègues, etc., en interne, parce qu'on renvoie une image aussi qui peut être importante, les échanges avec ses clients, et voilà, cette image professionnelle, il y a un impact très fort là-dessus, et des compétences qui se jouent sur son employabilité. Donc, faire des fautes, c'est pas une fatalité, c'est pas très grave, ça peut arriver, on peut se tromper. L'exemple, il est bien là, voilà, orthographe avec un F, ça pique les yeux, quoique, pour certains, ça peut être quelque chose qui s'entend. J'aimerais juste rétablir deux, trois petites choses quand même autour de ces sujets-là. On s'est appuyé sur des statistiques assez récentes sur le sujet. Et puis, j'aimerais rétablir aussi le fait que beaucoup disent qu'on ne lit plus, qu'on est très éloigné de l'orthographe. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'on lit différemment. On a d'autres supports avec les tablettes, les téléphones, etc. Et du coup, ça implique aussi d'autres façons de voir l'orthographe. Et c'est aussi en ça que l'idée, c'est bien de proposer des méthodes différentes et des enjeux différents autour de ce sujet. Donc, les thèmes que nous allons aborder, les enjeux de l'orthographe dans le monde professionnel, en quoi les compétences orthographiques sont nécessaires, et puis on va essayer de vous présenter une méthode innovante qui est proposée par Roxane, qui va pouvoir vous expliquer ça. Alors, pourquoi nous faire confiance? C'est juste autour de nos valeurs, en fait. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on on travaille vraiment en termes de transparence, de clarté, de bienveillance, d'accomplissement de soi, et puis d'adaptabilité. J'en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement important. Voilà, c'est vraiment ce qui nous caractérise, et puis on essaye d'être au plus proche, encore une fois, des personnes que l'on accompagne. Nos différentes prestations, je les évoquais rapidement tout à l'heure, donc le bilan de compétences. On accompagne à la création ou reprise d'entreprise. On accompagne également sur la validation des acquis d'expérience, du outplacement, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la mobilité professionnelle, donc les plans sociaux et autres, ou de l'outplacement individuel. Les formations aussi que l'on fait sur mesure et adaptées, c'est-à-dire qu'on est capable d'intervenir à la fois dans des entreprises, mais aussi avec des formations adaptées individuelles en fonction des besoins. L'accompagnement à l'orientation scolaire avec le dispositif Imagine ton avenir, et puis les entretiens pro, c'est-à-dire qu'on peut aussi intervenir sur ces sujets-là au sein des entreprises. Alors, dans le cadre des formations, on a développé donc une formation autour de l'orthographe avec Roxane. Donc, cette formation-là, on la propose avec une certification à la clé, la certification Voltaire.
et du coup, elle est éligible à différents dispositifs de financement. Alors, qui sommes-nous hein, pour se présenter rapidement? Donc, on a Marie qui est cachée derrière la caméra qui fait passer les slides et que vous verrez peut-être en fin de webinaire, qui est donc consultante en évolution professionnelle au sein de notre réseau et qui travaille avec nous sur les webinaires. Moi-même, donc, qui suis dirigeant de Ludispirit, que vous avez pu voir tout à l'heure, et qui propose en fait différentes prestations. Et puis Roxane, que je vais laisser se présenter et qui va pouvoir vraiment nous présenter la méthode telle qu'elle est. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Roxane, effectivement. J'ai moi-même un organisme de formation en orthographe certifié Calliope. Et je travaille maintenant avec Patrick et son organisme pour proposer des formations en orthographe en présentiel. Mais avant d'être chef d'entreprise, j'étais dans la recherche à l'université, puisque je suis docteur en sciences du langage, spécialisée dans le domaine de l'orthographe. Et j'ai également été enseignante et responsable de formation. Aujourd'hui, donc, je donne des formations en orthographe en présentiel. Voilà, pour ma présentation. Ok, donc la problématique qu'on a pu constater, c'est une baisse du niveau des francophones, globalement, au niveau de l'orthographe. Tu peux nous en parler un peu plus, Roxane? Oui, c'est vraiment le problème qui nous rassemble ici, c'est qu'il y a effectivement une baisse du niveau orthographique qui est constatée par le biais de recherches de grande envergure, hein, notamment celle du ministère de l'Éducation nationale, qui montrent que depuis 30 ans, nous faisons 2 fois plus de fautes et il y a 2 fois plus d'élèves en difficulté, et ce, toutes classes sociales confondues. Depuis le 19e siècle, effectivement, cette baisse est constante. Et c'est à tel point qu'une enquête a été menée auprès de 2500 employeurs et décideurs d'entreprise, et ils sont 76% à se dire quotidiennement confrontés à cette difficulté. Donc, c'est un vrai problème. Oui, c'est quand même impressionnant et ça illustre bien la problématique et l'enjeu majeur autour de l'image professionnelle. Mais c'est effectivement, parlons-en. Le problème, le deuxième constat, c'est que ces lacunes en orthographe, qui sont de plus en plus fréquentes, représentent vraiment un handicap socio-professionnel important. Et surtout qu'aujourd'hui, l'écrit est partout avec les technologies numériques. Et donc, l'écrit fait partie du quotidien des salariés. Et donc, du coup, forcément, les employeurs se disent sensibles à la question de l'orthographe. Et les Français eux-mêmes, en fait, sont très attachés à cette question, puisqu'ils considèrent vraiment l'orthographe comme un patrimoine culturel qui est partagé et qu'il faut conserver. Et donc, du coup, en plus, souvent, l'expression écrite et orthographe sont confondues, et maîtriser la langue, pour les gens, c'est maîtriser l'orthographe dans les représentations collectives. Donc, voilà, il y a à la fois cette baisse du niveau qui est constatée et en même temps le constat que les lacunes représentent un handicap social et professionnel et scolaire aussi. Voilà. Alors, du coup, ça éveille vraiment un questionnement. En quoi cette baisse de niveau, finalement, a un impact sur les entreprises? Comment on peut illustrer ça? Donc, c'est un handicap et ça a un impact. Pourquoi? Parce que les difficultés en orthographe, d'abord, affectent la performance financière des entreprises, puisqu'elle affecte leur productivité. D'après 77% des employeurs qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête dont j'ai parlé précédemment. Pourquoi elles affectent la productivité? Eh bien, notamment parce qu'elles nuisent à l'image de l'entreprise et à la relation client. Alors ça, c'est 91% des employeurs qui en parlent. Mais également parce que les fautes démotiveraient donc les clients, mais aussi les collègues à nouer des relations avec les personnes qui font des fautes, puisque l'auteur des fautes, il est considéré à tort, hein, évidemment, mais comme moins intelligent, moins consciencieux, moins professionnel et même moins sympathique. Donc ça, c'est les enquêtes qui révèlent ça. Et puis ensuite, ça affecte la productivité parce que ça ralentit le temps de rédaction, le temps de lecture, le temps de recherche web, etc. Et donc, par voie de conséquence, les lacunes en orthographe, c'est un frein en termes d'employabilité
sur le plan du recrutement et de l'évolution professionnelle. Donc ça, ce serait une seconde raison, en fait, du coup, sur l'impact. Marie, tu peux avancer le slide, peut-être? Oui, c'est ça. La première raison, c'est vraiment que ça diminue les performances des entreprises puisque ça diminue leur productivité par le fait que ça nuise à la relation client, l'image de l'entreprise, mais aussi voilà, au temps de lecture, de recherche web, etc. Et puis, effectivement, la deuxième raison pour laquelle ça a des conséquences et c'est un handicap, c'est que du coup, forcément, les recruteurs sont plus... comment dire, tiennent compte de ça au moment du recrutement, des compétences orthographiques. Les lacunes freinent le recrutement au point qu'elles sont rédhibitoires pour 83% des employeurs, 81% d'après l'enquête d'une chercheuse qui s'appelle Martin Lacroux. Donc, c'est vraiment un critère majeur de recrutement. Et puis, ça freine aussi l'évolution professionnelle d'après 80% des employeurs. D'accord. Alors, une solution, ce serait la formation, mais pas n'importe quelle formation. Donc, pour qui, pourquoi, comment ça se passe? Ben, du coup, ça revient effectivement à ce que j'ai dit, c'est que l'intérêt d'une formation en tant qu'entreprise, ce serait d'améliorer les performances de l'entreprise et éventuellement de faire ça aussi dans le cadre d'une démarche RSE, puisque ça intègre le pilier social de la démarche RSE que de proposer une formation en orthographe. En tant qu'individu, l'objectif, c'est d'améliorer ses propres performances en orthographe et puis de favoriser la confiance en soi, puisque on voit bien que l'orthographe, c'est une source de stigmatisation et donc ça fait perdre la confiance en soi. Ça va même plus loin, puisqu'au niveau social, on dit aussi que 40% estiment que les fautes sont un tue-l'amour. Donc ça va même encore plus loin que les raisons professionnelles. Ah oui, donc c'est quand même impressionnant. On parle de tue l'amour, on parle de baisse de sympathie. Enfin, il y a quand même des enjeux très forts, quoi. C'est très violent, effectivement. Dans les représentations, les difficultés en orthographe sont vraiment stigmatisées et la personne qui fait des fautes stigmatisée. Donc voilà. Et puis pour les professionnels de la langue, c'est des formations qui permettent aux professionnels qui sont souvent démunis de pouvoir enseigner autrement et peut-être plus efficacement l'orthographe. Ok. Alors, pourquoi on fait des fautes? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors d'abord, je tiens vraiment à dire, et c'est essentiel, c'est que les difficultés en orthographe, elles n'ont rien à voir avec les aptitudes intellectuelles de la personne qui en fait, ni avec le niveau d'instruction, ni le milieu social, ni les pratiques de lecture. Il y a vraiment des gens brillants, des ingénieurs, des docteurs, etc., qui font des fautes. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ces fautes. C'est que déjà, on commence trop tôt et on arrête trop tôt l'orthographe. On commence alors que finalement, on n'a pas vraiment la maturité cognitive de tout comprendre. Et puis, on s'arrête trop tôt alors qu'il faut au moins 10 ans, finalement, pour maîtriser l'orthographe. Ensuite, le problème, c'est qu'il faudrait aussi réactiver ces connaissances. On fait de la formation continue dans tous les domaines, mais on estime que dans l'orthographe, c'est figé une fois pour toutes, alors que non. Il y a aussi le fait, évidemment, que la langue est compliquée. L'orthographe, c'est une construction d'une élite en fait qui a cherché volontairement à la compliquer. On peut lire dans les cahiers préparatoires du premier dictionnaire de l'Académie française que l'objectif de l'orthographe, c'est de distinguer les gens de lettres, des ignorants et des femmes. Donc il y avait une vraie volonté politique de la compliquer, cette langue. Et puis surtout, alors ça c'est l'hypothèse de plusieurs chercheurs et notamment la mienne, c'est que la baisse du niveau en orthographe et les difficultés en orthographe, c'est vraiment un échec de la méthode traditionnelle. Et donc, c'est un problème de méthode. Donc, ça veut dire que tout ce qui est méthode globale, etc., qui sont utilisées, exploitées au jour d'aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas alors? Alors, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de la mémorisation de règles. On l'a tous fait, ça. On propose des règles, des listes de mots, des listes d'astuces, etc. Et il faut les connaître par cœur. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens maîtrisent l'orthographe grâce à cette méthode, c'est même pas la mémorisation qui fonctionne. En fait, c'est que leur cerveau, spontanément, inconsciemment, déduit de ces règles qu'on leur présente des logiques et arrive à comprendre comment ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que les gens maîtrisent les règles, ils les connaissent par cœur, et pour autant,
ils ne les appliquent pas. Donc, en fait, le fait de répéter les règles ne suffit pas. Voilà, il faut vraiment faire autre chose. D'accord. Je vais juste brancher mon ordinateur. Je manque de batterie. Ok. Donc, si on résume, hein, il y a vraiment ces enjeux qui ne suffisent plus. Hein. Donc, l'idée après, derrière, c'est de se poser la question comment ne plus faire de fautes, en fait. Comment on s'y prend? Comment on fait? Donc, toi qui es chercheuse, tu as réfléchi sur le sujet. Comment on fait? Alors, il y en a qui disent qu'il faut réformer l'orthographe. C'est une bonne idée, mais en tout cas, ça prendra du temps et ça ne réglera pas tout. Moi, je crois que ce qu'il faut surtout, justement, c'est améliorer les méthodes d'enseignement, celles qu'on trouve donc à l'école et partout sur le marché, puisque sur le marché, on reproduit finalement la méthode de l'école basée sur la mémorisation. Et puis, il faudra intégrer ces nouvelles propositions dans le cursus des enseignants. Il y a une enquête PISA qui disait que les francophones sont mauvais en mathématiques et en orthographe, mais en même temps, si on veut les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants du monde, il faut leur donner aussi les meilleurs outils. Et donc, c'est ce que je fais c'est ce que je tente de faire avec la méthode que j'ai développée, qui s'appelle la méthode Johannides. Très bien. Alors, je vous invite, hein, si vous le souhaitez, à aller sur le site internet et puis de pouvoir voir en fait hein, la vidéo associée en fait sur le sujet. Comme ça, vous pourrez aller plus en amont sur cette méthode-là. Quoi qu'il en soit, tu vas nous en parler de cette méthode. En quoi elle est unique? Alors, c'est effectivement une méthode qui est alternative à la méthode traditionnelle de la mémorisation, puisque d'abord, il ne s'agit plus de mémoriser, mais en fait de comprendre de comprendre les logiques de l'orthographe, puisque ce qu'on ne sait pas bien, mais on le sait depuis les travaux des sciences du langage, et c'est pour ça que je m'appuie là-dessus, l'orthographe, en fait, c'est vraiment un système logique et bien organisé, et si on comprend ces logiques, on n'a plus besoin du Becherel. En fait, ma promesse, c'est vraiment qu'avec un schéma, on puisse gérer toutes les formes du verbe sans aucune exception. Donc, finalement, il suffit d'un schéma et plus de 300 pages de Becherel. Et puis, c'est une méthode donc, qui est du coup dite logique ou explicitative, hein, qui permet de comprendre les logiques. Et par le biais de nouveaux outils, de nouvelles définitions, c'est fini, plus de COD, plus de COI, etc. Et fini la dictée traditionnelle, on fait d'autres choses. Donc ça, c'est une première chose. C'est une méthode, donc je l'ai dit, qui est scientifique, puisqu'elle est basée sur les travaux des sciences du langage, notamment de la didactique de l'orthographe, qui explique comment fonctionne l'orthographe, mais aussi comment elle se transmet. J'ai développé cette méthode en 5 ans, hein, quand même. Donc, c'est une méthode qui est bien réfléchie. Voilà, donc c'est une méthode scientifique. C'est également une méthode qui se veut accessible, puisqu'on utilise justement des outils qui s'adaptent à tous les profils d'apprentissage, visuels, auditifs et ou kinesthésiques, etc. Par exemple, des briques de jeux de construction comme les Lego. Voilà, et puis une méthode sécurisante parce qu'en fait, on n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que j'ai une bonne mémoire. En fait, il suffit de s'appuyer sur ce schéma et sur les raisonnements qu'on a pour réussir à trouver la bonne réponse. Et enfin, donc c'est une méthode innovante pour toutes ces raisons, hein, parce qu'elle est scientifique, parce qu'elle est logique, accessible et sécurisante. Et c'est surtout une méthode qui commence à faire bien ses preuves, puisqu'elle a fait l'objet d'une enquête là récemment auprès de 107 apprenants d'une école supérieure. Et le résultat est très positif, puisqu'en fait, 89% des apprenants augmentent leurs compétences d'au moins 37% en moyenne sur 2 jours seulement, et dans des conditions qui ne sont pas idéales, puisque les conditions d'une classe, on les connaît, c'est des grands groupes, etc. Donc, ça peut être encore plus élevé. Donc voilà, c'est une méthode innovante qui commence à faire bien ses preuves. Ok, alors ces points forts, quels sont les points forts de cette méthode? C'est ça, c'est vraiment que c'est une méthode innovante. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. Il n'y a pas d'autre alternative à la méthode traditionnelle de la mémorisation, mais vraiment, hein, parce que c'est basé sur des travaux qui sont récents et pas connus. Donc, c'est pas, il s'agit vraiment de faire connaître ce que la science a découvert récemment et qu'on ne connaît pas encore bien. Donc, le point fort, c'est ça, c'est que c'est développé par une docteure en sciences du langage, spécialiste de l'orthographe, qui est moi-même, et qui suit également la formatrice des formations en présentiel.
C'est une formation qui est ludique et interactive. Ludique parce que je l'ai dit, on utilise plein d'outils hyper sympas et notamment les briques de jeux de construction, mais aussi interactif parce que j'utilise, je sais pas, je peux citer, je pense, WooClap, qui permet en fait aux stagiaires d'utiliser leur téléphone ou leur ordinateur et les exercices sont projetés directement au tableau, etc. Et puis il y a un mode compétition, enfin c'est vraiment très sympa. Et puis, son point fort, c'est l'augmentation des compétences, une augmentation évidente et sur le long terme. Alors, c'est rassurant d'entendre que c'est ludique, ça tombe bien, puisque tu as intégré pour le catalogue formation Ludispirit, ça tombe plutôt bien, on est sur l'esprit ludique, ça tombe plutôt bien. On a également aussi un enjeu, tu en as parlé, autour de l'informatique, l'utilisation des outils informatiques et tout ça. Avant d'aller sur cette synthèse-là qui est apparue à l'écran, il y a une question qui est arrivée, qui est hyper intéressante. Après l'écriture à la main et l'écriture via un outil informatique, est-ce que l'on fait appel au même process? C'est-à-dire que si on est sur l'écriture informatique ou l'écriture à la main, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça se travaille de la même façon? Est-ce que le processus intellectuel est différent? Alors là, c'est une question qui dépasse quand même le domaine de l'orthographe, mais je peux commencer à répondre à ça. Ce qui est certain, c'est qu'on a à un moment souhaité supprimer l'apprentissage de l'écriture manuscrite. On l'a fait dans plusieurs États, aux États-Unis, etc. On est vite revenu dessus puisque on se rend compte que vraiment l'écriture manuscrite permet de développer plein de compétences qui dépassent même la compétence écrite. Alors que l'écriture numérique ne permet pas la même chose. Donc, c'est vraiment effectivement deux pratiques différentes qui mobilisent des compétences différentes et les deux sont complémentaires et nécessaires. D'accord, mais du coup, le fait qu'il y ait des raccourcis pour des corrections automatiques et tout ça, ça perturbe pas en fait l'apprentissage de l'orthographe? Alors ça, il y a peu de travaux sur ça. C'est d'ailleurs assez étonnant de la part des linguistes qu'il y ait si peu d'intérêt pour cette question. Moi, c'était le sujet de ma thèse. J'ai travaillé sur l'incidence des pratiques d'écriture numérique type SMS sur la maîtrise de l'orthographe des collégiens. Et moi, évidemment, j'ai trouvé une corrélation claire entre ces pratiques et la baisse du niveau, enfin les difficultés orthographiques. Donc, je pense qu'il y a clairement une incidence. Certains parlent aussi d'une espèce de paresse intellectuelle. Moi, je ne parlerai pas de ça, mais en tout cas de moins de pratique. Et l'orthographe, comme je l'ai dit, il faut réactiver, il faut la pratiquer comme n'importe quelle pratique langagière. D'accord. Merci pour ces réponses. Marie, est-ce que tu as vu d'autres questions qui sont apparues avant qu'on aille sur la synthèse en fait de ce webinaire? Oui, il y avait une autre question de la part de Marie-Pierre qui demandait qu'en était-il des profils qu'on disait dysorthographiques, dyslexiques. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, on parle bien de ces profils-là, de ce trouble-là, etc. Et c'est vraiment essentiel. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la dyslexie, puisque la dyslexie, c'est bien plus large que la question de l'orthographe. On est dans de l'oral, on est dans plein de choses. Et en fait, il faut surtout un suivi individuel par les orthophonistes. Malgré tout, c'est une méthode qui convient bien pour la dysorthographie. En tout cas, ça ne peut que convenir mieux que la méthode traditionnelle, puisqu'on est vraiment dans une logique de compréhension, de décomposition des unités d'un mot, la compréhension de leur rôle, comment les lettres sont reliées entre elles au sein d'un système. Et puis, avec ce schéma, on applique vraiment quelque chose de un peu bête et méchant, mais il n'y a pas besoin de se poser des milliards de questions, etc. Et donc, pour l'instant, vraiment, les dyslexiques que j'ai eus en formation sont vraiment contents. Ok. D'autres questions, Marie? Pour l'instant, c'est tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Nous en ferons part à la fin de cette présentation. Alors, il me semble que il y en a une qui est apparue. Est-ce que l'écriture orale de la dictée en intelligence artificielle n'est pas le futur des générations digitales? Question qui est complétée avec évidemment une correction simultanée à la frappe. Oui, alors, tous ces développements, ces différents outils sont des aides précieuses et des aides à l'écriture et des aides à la rédaction, etc. Ça, c'est évident. Maintenant, ça ne viendra pas remplacer puisque, comme je l'expliquais,
la lecture, l'écriture, etc., développe des compétences qui dépassent ce seul champ de compétences. Et donc, du coup, on en a besoin. Moi, je ne crois pas du tout que les outils d'IA, etc., et puis en plus, ce serait terrible de déléguer nos compétences à une machine et de plus les posséder. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus la machine? On serait bien embêté. Mais voilà. Et puis, je pense aussi que pour savoir utiliser ces outils-là, il faut en amont un certain nombre de compétences, et notamment quand même des compétences orthographiques. Alors, nous avons une interpellation de Stéphanie que je note. Dommage que sur une formation sur l'importance de l'orthographe, il y a une faute dans le PowerPoint. Effectivement, j'ai oublié un N à professionnalisme et je m'en excuse, Stéphanie. C'est pas de ma faute. Et moi, j'ai pas suivi la formation. Voilà, et puis c'est pas sympa de le faire remarquer, mais ça m'étonne pas, c'est très français pour le coup. On aime bien aller chercher les fautes d'orthographe des uns et des autres. Il y a vraiment une stigmatisation, ça illustre quand même bien. Alors, je dis ça quand même en rigolant, c'est un peu provocateur, mais en tout cas, il y a vraiment une stigmatisation des gens qui font des fautes et un jugement social, et qui fait que les gens qui font des fautes sont en insécurité linguistique permanente, et c'est très difficile pour eux parce qu'ils peuvent, encore une fois, avoir des compétences évidentes par ailleurs, et donc c'est compliqué d'être réduit à ça. Donc, merci pour cet oubli. Ça a ouvert une porte pour un échange sur le sujet. Je tiens à dire, nous faisons tous des fautes. Moi-même, on fait tous des fautes. Si ce n'est pas des coquilles, ça peut être des fautes. Pourquoi? Parce qu'on peut être fatigué, on peut ne pas avoir eu le temps de se relire, parce qu'encore une fois, la langue est compliquée, etc. Donc, ce qu'il faut, en tout cas, c'est bien se relire. Très bien. Alors, non, il y a d'autres questions? Peut-être pas. Non. Voilà, donc oui, Stéphanie qui s'excuse, désolé, c'est un toc, je n'y peux rien. Non, c'est très très bien, au contraire, ça a éveillé l'échange. C'est important de le souligner. Donc Stéphanie, avec plaisir, je prends. Donc, en synthèse, finalement, avec ce qu'on vient de se raconter, donc l'orthographe, c'est un enjeu crucial, on l'a bien compris, pour les entreprises et les collaborateurs. Et en fait, on voit bien que ça occupe une place de plus en plus importante dans la réussite, finalement, d'une marque employeur. Et donc, du coup, le salarié dans la marque employeur ou le dirigeant dans la marque employeur se doit en fait d'être en adéquation avec cette marque-là, et donc de marquer cette importance au niveau de l'orthographe. Ça a un impact direct sur la crédibilité et la confiance des clients et des partenaires qui peuvent accorder à une entreprise. Oui, effectivement, superbe illustration. Imaginez qu'on vous envoie un programme bourré de fautes pour une formation autour de l'orthographe. Ça décrédibilise un peu le truc. Donc, ce serait un petit peu embêtant, même si de temps en temps, il peut y avoir un oubli. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, après, si je peux me permettre, Stéphanie, elle illustre aussi autre chose, et c'est important de le dire, c'est que l'orthographe, ça compte. Pourquoi? Parce que ça donne du sens aussi à ce qu'on écrit. Et donc, voilà, ça illustre aussi que l'orthographe, ça passionne plein de Français, et c'est un sujet passionnant. Et donc, il y a des gens qui adorent ça. Et Stéphanie est sûrement une amatrice de la langue et de l'orthographe et de tout ce qu'il y a de plus beau et efficace dedans. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une belle langue, c'est une des plus compliquées, mais c'est aussi une belle langue. Et elle a été construite comme ça, tu l'as souligné tout à l'heure. Pour plein de raisons, et ces raisons-là aussi, ça marque en fait, c'est intéressant ce passage-là, c'est que ça marque en fait le niveau social aussi de la personne, et on voit bien que ça a une influence sur notre propre image professionnelle pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à comprendre, par exemple, quelqu'un qui est très haut placé dans une entreprise qui fasse des fautes d'orthographe. Or, ça n'a pas de lien, c'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur ses connaissances et sur son intelligence. C'est juste qu'il n'a pas eu cet apprentissage. Et donc, c'est hyper important de Il n'a pas eu la bonne méthode. Il n'a pas eu cette méthode adaptée à son profil d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que en fait, on peut apprendre à n'importe quel âge. En fait, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de connaissances cognitives ou autres, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être dans l'apprentissage à n'importe quel moment de sa vie, et du moment qu'on est motivé par ce truc-là, et en plus avec une méthode ludique et interactive, forcément ça va vachement plus vite. C'est encore mieux en plus en vieillissant finalement, puisqu'on a cette maturité cognitive dont j'ai parlé au début, et donc
il y a des choses qu'on peut comprendre qu'on ne comprenait pas plus jeune et tout d'un coup, ça va débloquer plein de trucs. Donc, il n'est jamais trop tard, au contraire. Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a une question qui est arrivée. Il m'est arrivé de répondre à un message dont le fond me contrariait en comprenant les très nombreuses fautes du message d'origine avant de réfléchir que mon correspondant devait souffrir des troubles 10. Oui, bah oui, je crois que je ne sais plus qui proposera bientôt d'avoir sur ses CV une reconnaissance des personnes qui ont des troubles 10 ou dans leur message, etc. Parce qu'effectivement, bon, c'est très particulier et donc on peut pas juger sans connaître ça, c'est certain. Il faut prendre en compte. C'est juste que ça va être compliqué, effectivement. Mais par contre, oui, ça complique complètement la lecture et la compréhension, hein, c'est évident. Hein. Donc, au-delà, effectivement, même de la question de l'impact professionnel, etc., il y a déjà simplement une question de compréhension, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, enfin, en tout cas, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que cet accompagnement au niveau de l'orthographe peut amener un regard positif, en fait, sur soi, une bonne estime de soi, une valeur personnelle importante. Ça peut aider à se repositionner aussi au sein des entreprises. Donc, vraiment de gagner en légitimité sur certains sujets, même si, normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact. Et voilà, donc finalement, pour conclure, ce serait ça, c'est mettre tout en équilibre, c'est bien, mais mettre tout en harmonie, c'est mieux. Bah oui, et puis je rajouterais aussi que faire des fautes d'orthographe, c'est pas une fatalité, c'est juste un problème de méthode. Dixit Roxane Johannides. Donc voilà, je vais conclure, en fait, on va conclure, pardon, ce webinaire en précisant que, évidemment, vous pouvez accéder au replay, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui traînait là-dessus, sur la chaîne. Voilà, ça reste donc sur notre chaîne. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, si vous souhaitez nous contacter. Je crois que dans le chat, Marie a mis nos contacts directs, a mis le mail, etc. Vous pouvez nous contacter aussi directement via le site Ludispirit, par la page contact. Et puis, si vous avez besoin qu'on vous éclaire sur la méthode ou qu'on avance, Roxane et moi-même sommes disponibles pour vous répondre, pour vous poser des formations individuelles et ou collectives. Voilà. Pour finir, prochain webinaire le 4 avril, ça va venir vite. Là, on change carrément de sujet avec la roue de la vie, un levier pour prendre conscience des changements à opérer, où là, on est encore sur la logique de l'accompagnement, mais sur un autre versant, qui est plutôt sur, finalement, on va dire le degré de satisfaction que l'on a aujourd'hui et ce vers quoi on voudrait aller. Voilà. Écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci de votre attention et puis à la prochaine. Merci également Roxane pour ton intervention, fort passionnante et puis très instructive. Et puis on vous dit à tous au revoir. Au revoir.